On revient donc au débat avec l'écrivain journaliste Anaïs Eluin qui vient de publier donc aux éditions Acoria Littérature et désir dans le monde afro-caribéen, un match amoureux. Donc Anaïs en parlait de l'écrivain guinéen Thierno Monembo qui a eu un grand prix littéraire il n'y a pas très longtemps et donc on parlait de son livre Les écailles du ciel que tu préfères qui est sorti en 1986. Tout à fait. À un moment où il n'était pas très connu quand même en France. Non, Thierno Monenembo est quelqu'un de discret. C'est d'ailleurs ce qui en fait peut-être son charme. Sa force aussi. Sa force. Bien sûr, Tout bien à sûr. fait. C'est vrai que moi j'ai moins d'affinité avec ses romans postérieurs. Mais bon, c'est une question de goût. Je pense qu'il est plus maintenant dans un roman historique plus traditionnel, je dirais, de facture plus traditionnelle. Alors qu'il avait réellement une langue d'une richesse, comme je disais, avec tellement de néologismes, avec un petit peu dans la lignée de la créolisation. Enfin, moi, j'adore cette écriture-là. Donc, c'est vrai que je la retrouve pas forcément dans ses romans peut-être qu'il a des priorités dans ses nouvelles publications, c'est plonger dans l'histoire pour dire aussi des propos d'actualité. C'est peut-être aussi pour se positionner d'une façon politiquement, mais à travers la littérature, bien sûr. Et tu parles aussi d'un écrivain algérien qui s'appelle Salim Bachi, qui a publié Amour et aventures de Sindbad le marin. Donc c'est sorti aux éditions Gallimard en 2010. Alors, il y a un match amoureux dans les aventures de Sindbad? Alors, il y a une forme de match amoureux, oui, forcément. Oui, donc je lui consacre un chapitre. Lui, il se trouve dans le chapitre de la révolution contre les stéréotypes. D'accord. Donc le protagoniste de ce roman est un Sinbad contemporain qui a des rapports un peu troubles avec le Sinbad des Mille et une nuits. On ne sait pas trop où il en est par rapport à ça. Mais le roman commence par l'ancien Sindbad, mais après, effectivement, on le perd de vue. Effectivement. Voilà, on le perd complètement de vue. Et donc le Sinbad de Salim Bachi, c'est un peu un Don Juan des mers. Donc il voyage de pays en pays, il multiplie les conquêtes. Voilà. Mais malgré tout, donc il n'arrive jamais à être satisfait par ce mode de vie-là. Il ne se stabilise pas au final. Il ne se stabilise pas. Mais en même temps, pour moi, donc il exprime un idéal quand même, un idéal amoureux. Parce que c'est vrai que dans mon livre, en fait, il y a très peu de matchs amoureux victorieux, il faut le dire. Mais l'important pour moi, c'était de parler de romans traversés par l'amour, même par des amours complètement, des amours qui échouent dès le début, en fait. C'est pas l'important. Mais la trame narrative est en tout cas guidée et en tout cas traversée par ces amours. Effectivement, ce héros dans Amour et aventure de Sindbad le marin, il traverse mers et continents et c'est sans arrêt. Sans arrêt, de pays en pays. Et parfois, on est un peu dans l'époque d'aujourd'hui. Il est question parfois de sans-papiers, de gens, de nouveaux immigrés en Italie. Oui, voilà, il y a des passages presque d'essais. Enfin bon, là, Salim Bachi profite de cette trame très ouverte finalement, parce que bon, le narrateur ne cesse de voyager. Effectivement, il en profite pour critiquer la France de Sarkozy. Même Bouteflika est cité parfois. Voilà, oui, il s'en donne à cœur joie. Oui, il s'en donne à cœur joie. C'est ça aussi la force du roman, c'est qu'en réalité, on peut tout y mettre. Tout à fait. Ces romanciers mettent des histoires qui se passent à des époques différentes. Ils peuvent imaginer des matchs amoureux comme ils veulent. C'est ce que fait aussi Sami Tchak. Oui, alors Sami Tchak, lui, je l'ai mis dans les romans de l'amour triomphant. Ah d'accord. Alors bon, ça ne va pas forcément de soi, parce que donc le roman dont je parle s'appelle Place des Fêtes. Oui. Et donc c'est un de mes romans préférés de Sami Tchak. En fait, le narrateur est un jeune homme de la 3e génération d'immigrés. C'est un Français
qui prend la parole à la première personne et qui raconte sa vie en général, sexuelle en particulier. Oui. Et donc, il a tendance à aller au-delà du stéréotype qu'on peut avoir ici, pensant que l'Africain aurait une sexualité débridée. Donc, ce narrateur raconte effectivement une histoire de sexualité débridée. Bon, il aime beaucoup sa mère, il aime énormément sa cousine également. Et donc justement, il tombe amoureux de sa cousine et finalement ça a l'air d'être une histoire qui se passe plutôt bien avec la cousine. C'est pour ça que donc, tu dis que tu le classes dans l'amour triomphant. Voilà. Et Samy Tchak vient du Bénin. Du Togo. Mais ces romans ne se passent pas automatiquement au Bénin. Il est togolais, Samy Tchak. Ah, il est togolais au fait, il n'est pas béninois, c'est pas très loin. Effectivement, il y a un de ses livres qui, je crois, se passe au Mexique, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de romans de Samy Tchak qui se passent au Mexique. Il y a Hermina notamment, qui est un très beau roman aussi. Donc oui, Samy Tchak a étudié, il a été sociologue, donc il a étudié la prostitution en Amérique latine. Et effectivement, ça se ressent dans bon nombre de ses romans. Dans ses fictions aussi, bien sûr. Et tu parles aussi d'un écrivain de Madagascar, Jean-Luc Rarimanana. C'est ça, oui. Et alors, lui, et le match amoureux, qu'est-ce que ça donne? Alors lui, c'est un match amoureux qu'on peut rapprocher peut-être de l'écriture de la négritude. C'est un roman qui en même temps, je parle de Nour, 1947. Donc c'est un roman qui célèbre la nature malgache. Et donc il met en scène un tirailleur, après une guerre, un conflit, tous ses compatriotes sont morts. Et lui continue à rechercher la femme aimée dans cette nature malgache, somptueuse, à travers une langue elle aussi somptueuse. Et bon, on comprend d'ailleurs dès le début que la femme est morte, mais qu'au-delà de la mort, c'est pareil, l'histoire il continue à aller la chercher. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Haïti et Madagascar? Ou bien ce n'est pas évident, surtout par rapport à la situation géographique, ce sont deux îles. Écoutez, oui. Alors moi, j'ai fait le pari effectivement de faire ce parallèle en rapprochant des auteurs d'aires géographiques finalement assez loin, la Caraïbe, l'Afrique, Haïti. Mais ce qui les rassemble, c'est déjà une histoire commune, une histoire pas commune, mais avec des similitudes quand même, avec une colonisation douloureuse, qui n'est pas sans lien avec le match amoureux, elle non plus. Il n'est pas question de dire que ces interrogations ne sont plus présentes dans la littérature. Simplement, j'ai choisi une autre façon de l'aborder. Donc oui, de par ces similitudes historiques, je pense qu'effectivement, on retrouve des parallèles dans ces littératures-là. Et je pense que si le match amoureux est apparu d'abord en Haïti, Haïti a été la première à être indépendante. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. Et puis, il s'est développé ensuite en Afrique. Mais je pense que c'est vraiment lié à cette histoire d'indépendance qui est arrivée. C'est clair, effectivement, Haïti a été l'un des tout premiers pays à avoir eu son indépendance. Mais malheureusement, la situation politique ne s'arrange pas, même aujourd'hui, dans ce pays qui aussi a été frappé par un tremblement de terre qui a ravagé le pays. Et certains de ces écrivains d'Haïti ont écrit aussi ce malaise haïtien. Et puis tu parles d'un écrivain marocain, Abdellah Taïa, et tu cites son roman Infidèle. Oui, tout à fait. Et alors, Infidèle, il y a aussi un match amoureux dans Infidèle? Alors oui, Infidèle, Abdellah Taïa, il est aussi dans la révolution contre les stéréotypes, dans le sens où lui, il explore la figure de la prostituée et essaie d'aller à contre-courant d'une certaine vision de cette figure-là, puisque la prostituée d'Abdellah Taïa est une femme qui revendique son activité et qui s'assume,
et qui arrive à exprimer une forme d'amour réel, pas forcément attachée à une personne en particulier, mais à l'humanité en général. Et donc c'est dans cela que le match amoureux d'Abdelataya est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on retrouve dans ce livre la réalité marocaine d'aujourd'hui, en tout cas dans cette sphère de l'amour? Oui, je pense que oui, Abdelataya explore réellement la société marocaine à travers toujours un prisme qui est celui de l'homosexualité, hein, qu'on retrouve dans tous les romans d'Abdelataya. Mais je pense que ça lui permet réellement d'avoir un regard assez pointu sur les problèmes de la société marocaine, hein, puisque l'aborder à travers une forme de marginalité, c'est aussi chercher à en découvrir les difficultés. Certainement. Et puis tu parles aussi du Guinéen Fofana, qui a écrit « L'étrange rêve d'une femme inachevée ». Beau titre. Oui, très beau roman. Là c'est un roman qui met en scène deux siamoises. Oui. Donc là, c'est un match amoureux monstrueux. Donc voilà, j'aime beaucoup ce chapitre d'ailleurs d'amour monstrueux parce qu'effectivement, on y rencontre des créatures assez incroyables qui sont le reflet également, un petit peu comme la prostituée d'Abdelataya, du défaut et des violences de leur société. Donc là, chez Fofana, on trouve des siamoises qui ont envie de vivre une vie de femme normale et d'aimer. Donc voilà, tout simplement. D'où le match amoureux, tout simplement. D'accord. Tout simplement, mais c'est en vérité pas si simple que ça. Ce n'est pas toujours simple, ça c'est vrai. Et puis le jazz aussi s'invite à travers Mingus Mood de William Memlouk, c'est ça? Tout à fait. Et là c'est l'Amérique. Là, c'est l'Amérique. Oui. Mais effectivement, donc le jazz, c'est je dirais, une particularité du match amoureux, de ces littératures-là, dans l'expression de l'amour, notamment. Et chez Mingus, en tout cas dans ce roman de William Memlouk, il présente un Charles Mingus amoureux, mais de manière impossible. Hein. Il est amoureux d'une femme blanche et donc il n'arrive pas à surmonter la différence, en tout cas, en fait. Et si on disait quelle serait la différence entre des écrivains d'Amérique, même s'ils sont noirs, avec ceux d'Haïti, par exemple, ou même les auteurs africains, quelle serait cette différence par rapport justement à ce match amoureux? Alors bon. Peut-être qu'il y a des ressemblances aussi. Oui, c'est vrai que j'ai plutôt étudié les ressemblances. C'est dur de dire quelles sont les différences. Et il y en a forcément. Hein, c'est des histoires complètement différentes. Oui, mais peut-être que effectivement les ressemblances nous intéressent plus parce que on sait tous que effectivement les Américains de peau noire viennent d'Afrique, malheureusement à travers l'esclavage. Oui, c'est vrai que pour moi, j'y ai vu quand même des similitudes. Après, d'ailleurs, j'ai assez peu d'Afro-Américains dans mon corpus, hein, mais j'ai plutôt des francophones. Oui. Mais je pense que, là, notamment dans ce roman de William Memlouk, on retrouve, comme dans bon nombre de romans francophones, la question de l'amour mixte qui est loin d'être évidente. Oui, elle pose toujours problème, même aujourd'hui, peut-être un peu partout, aux quatre coins du monde. Sans doute. Sans doute. Je pense que les choses évoluent quand même, mais que Elles ont quand même beaucoup évolué. Hein. Le monde a tendance à se métisser malgré peut-être les hésitations des uns et des autres, malgré aussi ce reflux du sentiment nationaliste ici et là. Et puis tu parles aussi de Mackenzie Orsel, et là tu parles de Latrine comme dernier laboratoire amoureux. Alors c'est quoi? Alors Mackenzie Orsel, c'est également un romancier haïtien. Oui. Donc un jeune romancier haïtien qui a eu beaucoup de succès avec son premier roman. Oui.
Les Immortels, donc où il parle de prostituées haïtiennes en fait. Et donc oui, pour moi, Mackenzie Orsel s'inscrit vraiment dans la continuité de Jacques-Stéphane Alexis, de Jacques Roumain. Il décrit dans les latrines, qui n'est pas encore paru en France. Hein. Là, c'est une édition canadienne. D'accord. Donc, il va paraître bientôt, mais il ne faut pas trop en dire, du coup, sur ce roman-là. Oui, bien sûr, mais bon, on va dire l'essentiel. Il décrit un pays complètement dévasté à partir, justement, des latrines. Il parle des latrines d'Haïti. Et donc là, c'est pour lui une manière de décrire le fonctionnement social et politique d'un pays qui va mal. Et donc, on retrouve de manière très, très brève, peut-être, une histoire d'amour. Donc, le narrateur, malgré sa déprime et puis tous les rituels auxquels il s'adonne dans ces latrines assez immondes, en fait, il s'adresse à une femme qu'il a aimée ou qu'il croit avoir aimée, on ne sait pas trop, mais c'est une formule, c'est récurrent en fait. D'accord. Et donc, dans l'ensemble, Anaïs Héluin, tu nous dis quand même que cette littérature a des mots pour dire l'amour. Oui. C'est peut-être un peu la constatation principale de ton essai. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. Après cette promenade en littérature africaine et caribéenne, je pense qu'on ne peut plus dire que les Africains n'ont pas de mots pour l'amour. Ils en ont beaucoup. Ils ont des amours avortés, ils ont des amours monstrueux, des amours triomphants. Des amours, ils ont toutes sortes d'amours réellement. Au fait, ils sont aujourd'hui, donc à travers l'écrit, donc comme tous les autres êtres humains de la planète Terre, n'est-ce pas? Oui, je pense que aussi aborder ce thème-là pour parler de ces littératures, c'est une façon de partir de quelque chose d'universel, hein, parce que l'amour est quand même une chose on ne peut plus universelle qui peut parler à tout le monde, et du coup je pense que c'est ce qui m'a intéressée en tout cas. Bien sûr. Et donc, est-ce qu'il y a eu des romans que tu as lus qui pouvaient aussi faire partie un peu de cette trentaine de livres dont tu parles dans ton essai? Est-ce qu'il y a des romans que tu as laissés de côté? Oui, énormément, oui. Ça ne se voulait pas du tout exhaustif. Parce que le choix n'est pas évident, n'est-ce pas? Non, pas du tout évident, non, c'est pas exhaustif du tout. Alors bon, j'ai fait le choix effectivement de me concentrer sur des auteurs vivants déjà. Donc, oui. À une exception près. Donc effectivement, je disais qu'il y a William Sassine, un auteur guinéen que j'aime beaucoup. Avec sa mémoire d'une peau, pour moi, il présentait une figure d'amour monstrueux que je ne pouvais pas exclure de ce livre, donc je l'ai mis quand même. Mais sinon, donc déjà, je n'ai pris que des auteurs vivants. Il y a tous les auteurs morts qui ont pu effectivement bien sûr, ils parler, sont match nombreux, amoureux. Et tu citais tout à l'heure Kateb Yassine. Kateb Yassine aurait pu figurer dans ce livre à travers son roman culte Najma, par exemple. Bien sûr. Voilà, là, ça serait un amour fuyant, mais récurrent. Et récurrent, effectivement. Kateb Yassine aurait pu en faire partie. Il a sûrement inspiré beaucoup d'auteurs du corpus, d'ailleurs, surtout les auteurs maghrébins. C'est vrai. Voilà, c'était un parti pris d'essayer de parler. Il fallait faire un choix, c'est ça? Voilà, bien sûr. Il fallait faire un choix. En tout cas, je recommande vivement la lecture de cet essai, donc qui est sorti aux éditions Akoria Édition. Voilà, Akoria Édition donc. Et toi, Anaïs, tu es aussi journaliste et tu es un peu spécialiste dans la critique littéraire et la critique théâtrale. Tout à fait. Donc, tu aimes beaucoup le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, effectivement, oui. Je suis critique théâtrale depuis 3 ans et demi. Et donc, effectivement, c'est pour moi une autre façon de vivre la littérature à travers le corps, en fait. Donc, c'est peut-être un peu proche du match amoureux, finalement. Certainement, oui. Dans le match amoureux, le corps et la littérature sont liés. Clair. Et c'est vrai que pour moi, le théâtre, c'est aussi ça. C'est aussi ce mélange de corps et de littérature qui me parle particulièrement.
Et donc, comment est-ce que tu fais ton travail? Tu es souvent en train de voir des pièces, tu choisis les pièces, il y a des pièces, il y a des thèmes qui t'intéressent plus que les autres? Alors oui, déjà, je vais voir énormément de pièces, forcément. Et j'aime beaucoup le cirque, par exemple, le cirque et la marionnette. Enfin, ah d'accord. Voilà, mais je vois aussi beaucoup de pièces très contemporaines. Enfin, voilà. Tu vis à Paris, donc tu as la chance quand même de vivre dans une ville où il y a beaucoup de représentations théâtrales, n'est-ce pas? Et donc, si tu nous disais un petit peu, d'après ton expérience, qu'est-ce qui se fait dans le domaine théâtral aujourd'hui à Paris? Quels sont les thèmes qui sont un peu abordés? C'est une question un peu piège, mais de manière générale. Oui, c'est très vaste. Je pense bien que sûr. Oui, il y a du vaudeville, il y a beaucoup de choses. Tout il y a beaucoup de one-man show, one-woman show maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui font des monologues. Voilà, oui. Alors moi, c'est effectivement pas le genre de théâtre qui me parle le plus. Oui. Je m'intéresse plus à des formes, disons, davantage expérimentales que le one-man show ou que ces spectacles un petit peu commerciaux, dont certains sont sans doute bons. Hein, c'est clair, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que certains sont dictés d'ailleurs par l'actualité toute récente. Voilà, Bon. Oui, c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans le stand-up, par exemple. Le stand-up qui fait toujours référence à ce qui s'est dit au journal télé de la veille. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse peu. Même si je m'y suis intéressée notamment dans le cadre d'un article. Oui. Mais personnellement, ça m'intéresse assez peu. Et le public du théâtre à Paris, comment il est alors? Il applaudit tout le temps, il apprécie, il est critique. Encore une autre question piège. Hein? Bon. C'est pas une question piège, mais je pense qu'il y a un vrai problème de public, de public de théâtre en fait. Hein. Le public de théâtre, surtout à Paris, c'est un petit noyau, une petite élite un peu privilégiée qu'on retrouve fréquemment. Après, ça dépend. Il y a quand même des théâtres qui ont une réelle politique envers le public. On en trouve beaucoup en banlieue, notamment. C'est vrai. Même à Paris, intramuros, il y a aussi des petits théâtres qui programment peut-être autre chose, hein, un peu différent quand même. Oui. Heureusement. Heureusement, effectivement. Et toi, tu es journaliste, justement. Est-ce que les médias donnent une grande importance au théâtre aujourd'hui? Alors moi j'ai un peu l'impression d'avoir commencé la critique théâtrale et littéraire à un moment où elle était en train de s'effondrer déjà. Donc c'est assez drôle de pratiquer cette activité qui me passionne, mais de la voir en même temps s'effondrer en même temps que je l'adopte. Peut-être qu'elle va renaître aussi, hein, et peut-être qu'il y a de plus en plus d'intérêt quand même pour l'art, même si effectivement les médias tombent un peu parfois dans ces travers où on raconte, pour paraphraser René Char, plutôt des choses superficielles. Hein. René Char dit souvent le superficiel prend le dessus sur l'essentiel. Hélas. Hélas, effectivement. Et puis dans la critique théâtrale et littéraire aussi, on voit qu'il y a l'Internet qui prend le relais, qu'il y a énormément de blogs de critique théâtrale. J'ai commencé par là d'ailleurs, j'ai commencé par être critique. C'est un bon chemin quand même. Oui, le blog aujourd'hui a une importance certaine, n'est-ce pas? Y compris, comme tu le dis, hein, aujourd'hui les éditeurs de livres, de romans, de fiction envoient leurs livres aux blogueurs. Oui, tout à fait. Oui. Et alors bon, c'est à la fois ça peut être très bien parce qu'on trouve des critiques réellement de qualité sur certains blogs. Après, c'est inégal, hein, il faut le dire, il y a aussi des choses très mauvaises. Voilà. Mais le problème, ça pose le problème de la critique professionnelle aussi, qui peut être mise en péril par ce type de pratique. Effectivement, et donc tu fais très bien de le signaler. Effectivement, on peut trouver un peu du n'importe quoi sur Internet du moment que c'est permis aussi. Ouais, et donc, toi, quand tu as commencé le journalisme, tu as choisi tout de suite la critique littéraire et théâtrale, ou bien c'était un peu le hasard?
Comment ça s'est passé? C'est un mélange, je pense, de décision et de hasard, comme beaucoup de choses. Alors oui, quand j'étais encore étudiante à la Sorbonne, donc je faisais mon master de lettres, de littérature francophone d'ailleurs, j'ai commencé à faire de la critique théâtrale pour un blog. Un blog qui s'appelle Les Trois Coups, qui est assez connu dans le milieu. D'accord. Et là, j'ai rencontré un pigiste de témoignages chrétiens. Bon, moi, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais pas être prof, c'était sûr. Et il m'a dit, tu vas écrire pour nous. Donc j'ai dit d'accord. J'ai commencé à écrire pour témoignages chrétiens. Et puis voilà, après j'ai cherché du travail ailleurs. Et maintenant, donc, tu écris dans plusieurs publications. Donc, tu travailles en freelance. Ouais. Et c'est souvent ces éditions, ces éditeurs, ces médias qui te demandent des articles, ou bien tu les sollicites quand même parfois, tu leur proposes des choses bien sûr. Il vaut mieux les solliciter. Il vaut mieux les solliciter oui. Parce que... Bon, après, il y a des journaux pour lesquels je collabore régulièrement. Donc là, j'ai ma place toutes les 2 semaines, tous les mois, ça dépend de la... D'accord. Et tu me disais donc hors antenne que tu écrivais une fiction aussi. Ça, c'est en projet? Tu peux nous dire un mot ou bien c'est peut-être un secret? Je ne sais pas, c'est en gestation. Oui. Alors, je pense que, toujours, bon, je ne veux pas trop m'éloigner du match amoureux. Je pense que ce n'est pas sans lien avec ce match amoureux. Ça traite de l'utopie en fait, ou plutôt de la crise de l'utopie dans nos sociétés contemporaines. Pour moi, le match amoureux, c'est une utopie. De toute façon, il y a certains auteurs, dont Lionel Trouillot, dont son label Amour humaine, c'est une utopie. Donc c'est un roman que j'adore d'ailleurs. Et moi, c'est effectivement dans cette fiction qui est en gestation, qui verra le jour peut-être ou pas, on ne sait jamais. À mon avis, elle va avoir le jour, et puis il faut toujours le penser et aller de l'avant. Et toi, Anaïs Héluin, si je te disais tes goûts littéraires, en dehors du match amoureux, ça serait quoi? Quelles sont tes références littéraires en général? Quels sont les écrivains qui t'ont le plus influencé? Il y en a tellement. Donc effectivement, j'ai beaucoup lu d'auteurs africains, j'ai beaucoup lu d'auteurs québécois aussi. Oui. Donc j'ai fait un mémoire sur le théâtre québécois et son rapport à la société du spectacle en fait. Donc, voilà, il y a énormément d'auteurs québécois qu'on connaît très peu d'ailleurs, mais en tout cas que j'apprécie énormément. Après, je sais pas, je pourrais en citer des tas. Bien sûr, mais malheureusement, on arrive au bout du voyage, de notre voyage, donc de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Anaïs. On a sans doute oublié tellement de choses, mais le sujet est vaste et le livre n'était pas non plus exhaustif, donc l'oubli fait partie partie du match et du match amoureux. Mais je te dis merci beaucoup d'être venu dans Graffiti. Bonne continuation dans tout ce que tu fais. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.